Aujourd'hui dans Audace, on parle de burn-out, surcharge mentale, perte de sens au travail, quête d'alignement et reconversion. Pour parler de ces différents sujets, je reçois Macfir Alija, psychologue et experte en ressources humaines. Macfir est membre de la commission de psychologues en Belgique. Elle conseille depuis plus de 10 ans des organisations internationales sur des enjeux complexes de santé mentale au travail, des conflits interpersonnels et de management. Née à Pristina, au Kosovo, marquée par la guerre et son expérience comme réfugiée, Macfir s'est révélée dans l'accompagnement psychologique des personnes en souffrance, notamment auprès de Médecins sans frontières. Une trajectoire hors norme qui l'a menée à conjuguer engagement humain, expertise académique et intervention en entreprise. Dans cet épisode, vous allez le voir, on va explorer les signes à ne pas négliger, les pièges dans lesquels on tombe quand on s'épuise, le rôle des managers et des RH, mais aussi des conseils très concrets pour se réaligner ou simplement pour accompagner un proche qui décroche. Parce qu'il est grand temps de remettre de l'humain là où parfois tout s'automatise. Si cet échange vous a parlé, n'oubliez pas de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, de le partager autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver la version vidéo sur YouTube et Spotify et suivre Audace sur Instagram, TikTok et LinkedIn pour plonger dans les coulisses du podcast. Enfin, pour aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à la newsletter mensuelle d'Audace. Un seul mail par mois avec des bonus, des ressources bien-être et les épisodes à ne pas rater. Je vous mets le lien en barre de description. Bonne écoute! Bonjour Macfir. Bonjour. Merci de m'accorder un peu de temps ce matin. Merci à toi, avec plaisir. On se connaît depuis des années. En fait, on a travaillé ensemble. Donc, quand le sujet du burn-out, principalement, mais du bien-être au travail, est venu dans mon esprit, c'est vrai que j'ai immédiatement pensé à toi. Dans l'entreprise, dans l'organisation pour laquelle on travaillait, tu apportais beaucoup et humainement parlant, énormément. Donc pour moi, t'es une figure, vraiment même un mentor pour le bien-être au travail. C'est toi qui m'es venu à l'esprit tout de suite. Donc avant de te poser 1000 questions, je peux te demander s'il te plaît de te présenter dans les termes que tu souhaites. Oui, c'est un grand plaisir, Chloé, d'avoir cette opportunité de converser avec toi. Félicitations pour le podcast. Merci. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte à beaucoup de monde. Il y a énormément de sujets que tu abordes et j'aime beaucoup ce que les gens partagent avec toi. Et je pense que voilà, ce que tu offres, cet espace de psychological safety aussi, qui emmène les gens à s'ouvrir et à te parler des choses, des fois même difficiles et émotionnellement parfois lourd à en parler en public. Je m'appelle Macfire, je suis psychologue, coach, mediator. Voilà, ça fait des années, en fait, ça fait 23 ans précisément que je suis en Belgique. Je suis née au Kosovo. Parfois, c'est difficile à deviner d'où je viens, vu mon prénom, mon nom. Donc, ça crée un petit peu confusion. Mais je dois en parler du Kosovo parce que c'est exactement là où j'ai fait mes premières rencontres de la psycho, mais dans un environnement extrêmement difficile. C'était un Kosovo ravagé par la guerre. Moi, j'étais étudiante des langues, en fait, anglais, la langue et la littérature anglaise, quand j'ai commencé à travailler avec les Médecins sans frontières en tant qu'interprète. Et je suis tombée dans le projet de santé mentale. On travaillait avec des déplacés et des réfugiés qui fuyaient la guerre. J'étais avec MSF Hollande. Et là, j'ai rencontré pour la première fois des gens sous le stress. À ce moment-là, c'était le stress aigu. C'était pas encore le stress post-traumatique. Donc 2 semaines de traduction avec des victimes, des tortures, des témoins, où la famille était complètement anéantie, des massacres. Et alors, après 2 semaines, on trouvait des gens qui étaient dans le flashback, des gens qui ne voulaient pas parler. Et le psychologue avec qui j'ai travaillé
elle m'a posé la question. Elle a dit, bah, tu fais ça très très bien, je trouve la traduction, mais c'est très difficile pour les gens quand ils sont dans cette situation de choc, de voir deux personnes, hein, la traductrice plus le psychologue. Est-ce que tu Mhm. serais partante de suivre une formation très intense dans le stress post-traumatique pour en fait devenir conseillère et recevoir le patient toute seule? J'avais 21 ans et donc je rigole maintenant, mais c'était vraiment une décision euh, importante à prendre à cet âge-là, étant donné que j'avais fui la guerre moi-même aussi, et donc j'étais affectée par ce qui se passait. Mais du coup, j'ai dit oui tout de suite. Je voulais aider, en fait. J'ai pas du tout pensé au fait qu'est-ce que ça va m'apporter à moi en tant que carrière, ou en tant que. euh, mais je suis lancée, et donc à ce moment-là, j'ai été formée pendant des semaines intensivement, et je me suis lancée. Et j'ai eu beaucoup de supervision. Fast forward. Après, j'ai travaillé avec les déplacés et les gens qui retournaient au Kosovo avec MSF Belgique dans la santé mentale. J'étais une des premières personnes formées dans le stress post-traumatique sans être psychologue. Et depuis là, j'ai eu l'envie de poursuivre des études. J'ai arrêté la formation, disons, dans les langues. Il y avait plus de sens. Et je suis venue en Belgique parce que j'ai rencontré mon mari qui est un psychologue aussi et qui travaillait chez MSF aussi. Et donc, j'ai suivi des études en Angleterre, de bachelor, de masters. Je me suis spécialisée, donc j'ai étudié jusqu'à mes peut-être 40 ans Mhm. dans la psycho. Et en même temps, j'ai travaillé dans des projets qui n'avaient pas tout à fait un lien direct avec la psychologie, dans les projets de la santé en général, des organisations internationales. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que cette combinaison de la psycho, de l'organisation m'emmenait vers une autre direction qui est la clinique pure. Et donc, je me suis spécialisée finalement dans la psychologie de travail. Mhm. Et voilà, maintenant, depuis quelques années, je fais ce travail. Je suis conseillère de secrétaire général, des CEOs, dans les matières de RH. Je suis coach, je suis médiatrice des conflits. Et donc voilà, c'est plus ou moins mon parcours. Et d'où ça vient mon accent, vous le savez maintenant Mhm. aussi. C'est une mélange. J'ai fait des études en anglais, évidemment ma langue maternelle est albanais, donc je m'excuse d'avance si mon français n'est pas toujours tout à fait juste. Tu t'exprimes extrêmement bien. Pas d'inquiétude. Le fond est parfait, donc vraiment aucun stress. Écoute, bah, jumpons directement dans le vif du sujet du jour, la santé mentale, le bien-être au travail. Euh, Selon toi, quels sont des petits signaux qu'on ne prend pas toujours au sérieux, mais qui devraient nous alerter? Tu sais que le burn-out, burn-in, tu vas peut-être nous expliquer un peu la différence. C'est un peu le mal du siècle. C'est très présent. Dis-nous en plus. Quels sont pour toi les petits signaux? Et Oui. puis on va venir vraiment sur la définition du burn-out et pourquoi c'est tellement présent de nos jours. Écoutez, c'est le burn-out, c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment un peu je vais pas l'appeler maladie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est une condition, on va dire, un concept qui est développé les dernières années. En fait, je dois dire d'abord qu'il y a très peu de pays, même en Europe, qui reconnaissent comme maladie. Je pense c'est la Lettonie, si je me trompe pas, c'est le seul pays en Europe qui reconnaît dans le DSM. Donc ça veut dire si on regarde les symptômes et on tique surtout, on arrive à une conclusion que c'est burn-out. Il y en a beaucoup de pays qui l'appellent l'épuisement total Mhm. euh, de la personne dû à des conditions spécifiques. Quels sont les signaux? Ben,
il y a des symptômes physiques tout d'abord qui est très facile en fait à reconnaître et malheureusement la personne qui se trouve dans cette condition-là est souvent incapable de les reconnaître. Euh, Souvent c'est l'entourage ou les collègues ou la famille qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Moi j'ai vu des clients qui sont venus me voir et qui continuent à travailler parce que le plus on se trouve dans cette condition d'épuisement, mais il y a aussi, c'est paradoxe, mais on continue à travailler. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se déconnecter, justement. Euh, et donc, on commence à poser beaucoup de questions aussi dans la santé physique, dans le sommeil. On n'arrive pas à dormir comme il faut. On est toujours fatigué. On a mal, des maux de corps en fait, mal au dos, mal à la tête. Et puis il y a le côté cognitif, on va dire. Récemment, j'ai eu un client qui est un financier, par exemple, et qui a toute sa vie travaillé avec les chiffres et a fait des calculs extrêmement compliqués. Mais là, il se trouvait d'un blocage, on va dire cognitif, qui n'arrivait pas du tout à faire des calculs simples. Et c'était ça son Mhm. signal. Il s'est Mhm. dit, bah, ça, c'est des conditions que normalement, je fonctionne très, très bien. Mais voilà, je me trouve, il y a un blocage que j'arrive pas à faire 2 plus 2 et c'est pas normal. Donc ça peut être une mélange des différents symptômes. Et puis dans l'humeur, les gens Mhm. deviennent un peu cyniques, un peu vite irrités, euh, très très extrêmement sensible. Il peut y avoir des situations où il commence à pleurer tout d'un coup pour des choses que d'habitude n'ont pas cette sensibilité. Puis les erreurs de Mhm. en travail commencent à augmenter parce que plus il y a des pressions sur nous pour faire mieux, plus on passe le temps, plus il y a de la fatigue et cognitivement on n'est pas dans une situation optimale pour travailler ou pour juger ou pour repérer les erreurs, on commence à faire de plus en plus des erreurs. Donc, il y a plusieurs types de symptômes qui peuvent être mélangés. Puis, il y a aussi une différence personnelle que je pense qu'on pourra en discuter peut-être un peu plus tard. Mais les gens, chacun agit de façon un peu plus différente que d'autres parce Mhm. qu'on est tous différents et on apporte un bagage différent physique, psychique, euh, des vécus aussi, qui est à chacun Oui, propre à très chacun. particulier. Mhm. Voilà. Oui, parce qu'on dit souvent que enfin, on a dans l'esprit que le burn-out, ça peut être lié à de la fainéantise, tu vois. Quelqu'un qui est plutôt flemmard, qui tu sais plus lever de ton lit, bon, allez, donne-toi un bon coup de pied au cul et on va au travail. Mais j'ai remarqué en faisant un peu des recherches pour préparer l'interview que c'est souvent des profils plutôt très perfectionnistes, avec Mhm. une forte, enfin, le travail a un rôle très important dans leur vie. C'est pas central ou même unique parfois. Est-ce que tu confirmes ça dans tes clients que tu vois, que c'est des gens qui sont vraiment très attachés à la notion de travail? Oui, en fait, c'est le burn-out peut se produire quand il y a euh, une discrépance entre ce qui est demandé de nous et notre capacité de livrer. Euh, Souvent, les gens qui sont perfectionnistes aussi, que vous dites, et qui travaillent énormément, eux, ils ont des attentes extrêmement élevées par rapport à eux-mêmes. Ils veulent faire ça bien. Et donc, ça pousse à la perfection, ça pousse au travail des longues heures, ça pousse à être toujours en action, alerté pour faire les choses bien. Si la demande encore augmente, les pressions augmentent, les conditions de travail sont telles qu'il y a une grosse pression, bah, ça peut à la longue, parce que c'est ça en fait aussi la différence. On doit être sous stress pour bien performer. Je suis un peu stressée pour cet entretien parce que je veux le faire ça bien, évidemment. Et donc, ça aide à notre vie quotidienne de faire bien les choses.
Mais quand le stress est permanent et très longtemps et il n'y a pas de moment de repos, parce que c'est ça aussi, on est stressé, le matin, on se lève, on a un peu de stress, il y a des hormones qu'il faut qui se déclenchent parce qu'on doit performer, et pendant la journée, ça maintient notre performance, et puis petit à petit, le soir, ça doit baisser parce qu'on doit dormir, on doit se reposer. C'est un peu comme le cœur. Hein, dans l'effort physique, quand on doit faire un effort, le cœur bat fort, le sang va emmener l'oxygène dans les muscles, on est fort, on continue, mais après, il y a le temps de repos pour récupérer. Si notre corps et notre tête sont engagés tout le temps sans jamais de repos, euh, alors ça peut emmener à cette fatigue extrême qui peut emmener dans le burn-out. Euh, et donc, il faut absolument penser au fait qu'il y a des limites Mhm. dans nos ressources. Mhm. Et si ça continue trop longtemps, par exemple, les gens qui se sont le plus exposés au burn-out, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est des gens qui travaillent dans des conditions très lourdes, dans des conditions où la vie humaine dépend de leur action, toujours alertés, ben, et ça a été étudié énormément puisque dans ces milieux-là, où il y a une grosse responsabilité, il y a il y a beaucoup de stress, en fait, et de Mhm. réponses parce que les situations peuvent être graves, que ça peut produire un état de fatigue extrême, un état de burn-out, finalement. Maintenant, c'est réputé un peu partout parce que Ouais. c'est notre société qui commence à fonctionner de cette façon, un petit peu. Mhm. On est presque pas donné l'opportunité de faire des erreurs. Il faut être Mhm. parfait, il faut faire ça bien, il faut continuer, il faut faire plus que les autres. Et Mhm. c'est ça un peu, par comparaison, on est un petit peu ce que nous on attend de nous-mêmes, mais ce qu'on voit aussi comme norme. Donc c'est installé un petit peu dans notre vie quotidienne, dans les milieux de travail aussi, malheureusement, qu'il y a il y a des attentes extrêmement élevées. Il faut pas faire Mhm. seulement bien, il faut faire mieux que les autres. Et il faut absolument trouver, avoir notre place à nous en termes d'organisation par rapport aux compétiteurs, par rapport à ce que les autres font. Donc, il y a toujours cette compétition qui pousse les organisations et puis évidemment les travailleurs aussi d'avoir une Ouais. performance excellente. Ouais. On va y Et ça venir doit sur, continuer. ouais. Ouais. Et Ouais, ouais, sur du long c'est terme. pas un sprint, c'est un marathon et c'est un marathon Mhm. qui ne s'arrête presque pas, en fait. Mhm. Voilà. On va y venir sur ce que les entreprises ou les organisations peuvent faire pour protéger les travailleurs et aussi sur ce que le travailleur lui-même peut faire pour essayer de ne pas rentrer dans cette spirale, même si, voilà, tu l'as dit, c'est parfois très insidieux, c'est parfois inconscient. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est burn-in, burn-in et burn-out? Est-ce qu'il y a deux définitions pour ces termes-là? Euh, je dois dire que c'est le burn-out, ce que j'ai un peu expliqué. Le burn-in, Mhm. moi, j'ai plutôt envie de parler de bored out. Parce que le burn-in and the bored out, ça existe aussi. euh, le burning, c'est probablement ce que vous référez au fait que quelqu'un est en train de s'épuiser, mais ça ne se manifeste pas forcément Mhm. de la façon où un burn-out se manifeste à un moment. Et donc, c'est un épuisement plutôt en silence. C'est ça Oui. que Oui, vous oui, voulez c'est ça dire? que j'ai lu, c'est ça que j'ai lu. Oui. Donc, c'est un épuisement en silence qui va à un moment ou à un autre burn-out. Hein, à un Mhm. moment ou à un autre, ça va s'arrêter parce que justement, comme j'ai expliqué, ça va se propager dans le travail, dans la famille, dans notre entourage, la façon dont on se connecte avec les gens. Par contre, il y a un board out aussi. Quand, en fait, la personne, ce que vous avez dit un petit peu au début de cette conversation, que parfois on pense que c'est les gens qui sont un peu plus
euh, opposé de ceux qui veulent faire bien et ils sont très ambitieux et ils veulent. Le, le board out existe aussi, hein, dans les sociétés où on ne trouve pas une sens dans ce qu'on fait, où on commence à s'ennuyer, la, la demande de notre capacité est beaucoup en dessous, plus en dessous de ce qu'on peut fournir comme effort. Et ça existe aussi. Moi, je vois pas mal de gens parce que on va dire que la compétition est très élevée, hein. Quand on ouvre un poste, par exemple, pour un poste, récemment, j'ai eu 160 applications pour un poste. Alors, le choix pour nous est très large. Et si on commence à trouver pas seulement ce que il y a cette tendance, hein, les organisations se disent, bah, au lieu de prendre ce que nous on a besoin, on va prendre encore mieux parce que peut-être un jour on aura besoin de ces capacités, ce qui est une erreur parce qu'en fait, on engage des fois des gens qui viennent pour faire un travail beaucoup moins demandant des capacités qu'eux ils peuvent fournir. Et ça peut se traduire en bored out parce que eux ils peuvent faire énormément, beaucoup plus de choses et leur travail finit en être quelque chose de routine, hein, quelque chose qui ne les stimule pas, quelque chose qui ne veulent pas à la longue le faire. Donc après quelques mois, le travail est déjà on a appris comment on fait ce travail, on fait juste ce qu'il faut et ça demande pas de créativité, ça ne Mhm. demande pas assez de. Et ça peut arriver aussi et que les gens commencent à se détacher, commencent à se dire ok, ce travail paye mes factures, mais au-delà de ça, ça me stimule pas, ça me donne pas assez. Et ça c'est bored out aussi. Donc, il y a burn-in, burn-out, bored-out, c'est tout des Mhm. différents concepts qui parlent un petit peu de ces états ou des conditions d'un travailleur dans un milieu de travail euh, par rapport à son travail et sa capacité et les Mhm. conditions de travail, évidemment. Et justement, qu'est-ce qu'une entreprise ou une organisation peut vraiment faire? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans la prévention de la souffrance au travail? Ou est-ce que c'est du ressort Oui, de l'individu en tant que tel? oui, oui, tout à fait. Mais tout d'abord, j'ai envie de dire que le travail ne doit pas Mhm. être une souffrance. Hein. Je veux vous dire ce que Freud avait dit que quand on lui posait la question comment il allait, on va dire, définir le bien-être, c'était Lieben und Arbeiten, love and work. Le travail, c'est un signe de bien-être. Quelqu'un qui travaille, et je parle pas seulement le travail qui est payé, mais le travail qui est une activité qui nous maintient, qui nous stimule, qui nous donne envie de créer quelque chose. Finalement, ça nous donne sens dans notre vie. Souvent, quand on voit des gens qui vont au travail, qui dorment bien, qui mangent bien, qui ont une activité physique, probablement ils vont bien, hein, plus Mhm. ou moins. C'est très basique, mais c'est comme ça. Donc le travail ne doit pas être une souffrance. Euh, En ce qui concerne si c'est l'environnement, l'organisation ou les entreprises qu'elles doivent faire par rapport pour prévenir, on va dire, euh, le mal-être au travail, il y a un duty of care. Les organisations, ils ont une responsabilité de prendre soin de leurs travailleurs Mhm. déjà. Et on fait ça en faisant les politiques RH, les conditions qui rendent la vie des travailleurs et la performance aussi, parce que c'est pas juste une question de on est gentil, c'est une question légale, c'est une question de performance et tout ça. Donc il y a une grande responsabilité de l'entreprise pour mettre tout en place pour que ça fonctionne bien et que le bien-être des gens est préservé. On a des inspections annuelles presque, donc il faut répondre à ça. On est aussi dans un pays en Europe
la plupart des pays, on a de la chance d'avoir un cadre légal qui protège. Mhm. Ça, je trouve qu'il faut le dire. Au-delà de ça, c'est une question de performance, de bien-être, de culture, qu'on va peut-être en parler un petit peu aussi. Et après, il y a aussi l'individu. Et l'individu, comme j'ai dit tout à l'heure, vient avec ses propriétés. On est Mhm. tous différents, on a des ambitions différentes, on a des conditions, on a la santé qui importe, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à des situations ou à des choses, et il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles. Et ce qui se passe, c'est souvent que ça, on se compare après avec des autres, et même les entreprises font cette différence. Bah, cette Mhm. personne résiste bien, pourquoi cette personne ne résiste pas? Mais on est tous différents. Et c'est pour ça qu'il est très important que chacun, et surtout dans le recrutement, qu'on trouve le Mhm. bon fit par rapport aux compétences, par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à quelles sont les tâches, la lourdeur des tâches que quelqu'un, le niveau de stress que quelqu'un peut porter. Et je ne dis pas ça pour dire que ça c'est plutôt positif, ça c'est plutôt négatif. Ouais. Il y a des gens qui sont, tout le monde a des compétences et des côtés très très positifs dans sa façon. On n'a pas besoin des mêmes types de personnes pour faire des choses différentes. On a besoin de quelqu'un qui est plutôt orienté vers les détails, celui est plutôt qui aime bien le calme, qui aime bien travailler à son rythme, et puis on a aussi besoin de celui ou celle-là qui aime bien se connecter, mettre de la bonne ambiance, qui aime bien échanger. Il y a besoin de tout le monde. Il faut juste trouver le bon fit par rapport au travail qu'on va lui demander. Et puis, il y en a ceux qui sont extrêmement ambitieux et veulent porter. Et je dois dire, du côté émotionnel aussi, moi, j'ai vu des gens extrêmement, euh, avec des symptômes très forts de post-traumatique parce qu'ils avaient vu quelque chose, une image à la télé. Et en même temps, j'ai vu des gens qui étaient très, très résilients et qui fonctionnaient très bien. Pourtant, ils avaient perdu toute la famille. Euh, Pendant le conflit. Et ils avaient été témoins de ce qui s'était passé. Mhm. Donc, nos niveaux de tolérance, sont tout à fait différents. Et c'est pour ça qu'il est important que la personne se connaisse d'abord Mhm. et soit capable aussi de dire, ça a l'air bien ce travail, mais peut-être c'est pas pour moi. Et aussi du côté d'employeur, je travaille là-dessus vraiment fortement toujours pour de mettre en place des procédures de recrutement euh, qui sont très bonnes et qu'on peut trouver exactement ce que la personne veut et qu'on donne aussi en même temps la possibilité à la personne de poser toutes les questions par rapport à l'organisation où elle ou il va travailler pour connaître mieux et pour prendre une décision en fonction de ce que cette organisation offre. Donc il y a des deux côtés des choses à faire attention Mhm. et de pouvoir prendre des décisions qui apportent le positif à la personne et à l'organisation. Mhm. Et quand les stades de vie changent, tu vois, je pense à, bah oui, quand on est jeune, ambitieux, on sort des études, on a envie de prouver, et puis il y a un moment dans la vie où parfois les priorités changent. Je pense notamment à la famille qui s'agrandit, les charges diffèrent, la fatigue est là aussi. Avant de tout quitter, avant de tout plaquer, est-ce qu'il y a des étapes qu'on peut mener, peut-être avec son manager, discuter de certaines, aborder le sujet sans dire je conviens plus au poste, je suis plus assez efficace, je sens que je fais des erreurs dues peut-être à la fatigue ou à d'autres choses qui se passent dans Mhm, sa vie. Et parfois, j'ai l'impression que les entreprises peuvent être assez réticentes, dire, oh, mais elle fonctionnait bien, ou la mhm, personne fonctionnait bien, et d'un coup, ça va plus. Bon, il faut
agir, on va licencier ou autre. Oui, c'est une très, très bonne question. J'ai envie un peu de parler combien on a fait, parce que on a fait beaucoup pour l'environnement de travail. On est loin d'être parfait, hein. Et je parle pour un peu l'environnement NGO, Ouais, l'environnement public et tout ça. ouais. Je dois dire que dans les Tu connais bien la... entreprises privées, j'ai Ouais. travaillé un petit peu. Euh, Peut-être les choses changent là aussi, mais on a énormément d'avancements, on va dire, Mhm. du côté de flexibilité, surtout l'autonomie, l'ouverture, euh, le télétravail. C'est quelque chose que, et quand mes enfants étaient petits, Chloé, je me Mhm. souviens, je me levais le matin, moi et mon mari, et on se voyait, le petit à Mhm. 38 de fièvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va rester à la maison? Ah, j'ai une réunion. Ah, moi aussi, j'ai des clients. C'était ça qu'on discutait. Aujourd'hui, si le Covid nous a emmené quelque chose de bien, c'est cette euh, nouvelle façon de travailler et de pouvoir offrir aux gens l'autonomie. Avec Mhm. l'autonomie vient la confiance aussi, l'ouverture. Donc, je pense que avant de plaquer tout et de partir, il faut parler. Il faut vraiment, vraiment parler. Il faut aller parler avec RH, il faut aller parler avec son supervisor. Il faut dire exactement ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à offrir pour pouvoir trouver une solution. J'ai envie de croire que les organisations vont faire le plus possible aujourd'hui pour garder quelqu'un et que cette honnêteté est extrêmement aussi appréciée. Mhm. Là où j'ai vu dans plusieurs endroits, je sais que ça se fait. Si on fait le pas et on dit, écoutez, j'ai besoin de cet équilibre travail et Ouais. famille Work-life ou balance, ouais. travail, euh, c'est possible aujourd'hui d'en Mhm. parler. Ce qui était beaucoup plus difficile il y a quelques années seulement. Donc ça change. Les choses changent Mhm. aussi. Euh, Positivement, j'ai envie de, de penser. Si l'un ou l'une de nos auditrices, auditeurs, peut-être se reconnaît dans la description que tu donnes du burn-out, des signaux comme le sommeil, des maux corporels, des choses comme ça, Mhm. quelle action il peut tout de suite mettre en place, éviter d'aller trop loin? Oui, déjà, il faut se dire que je suis pas toute seule. Hein. Il faut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent par des telles conditions. Et il faut s'arrêter et s'écouter un petit peu et de voir, ben, peut-être ça c'est pas des choses qui m'arrivent souvent. Ça c'est des choses qui m'arrivent Mhm. depuis un moment et ça Mhm. continue et ça se rajoute. Donc de comprendre un petit peu, il faut cette sensibilité et j'espère que ce podcast va servir à ça aussi, de reconnaître un petit peu des signes de burn-out. Et puis d'aller chercher de l'aide. Et où est-ce qu'on va chercher de l'aide? C'est pas facile toujours d'aller chez un psy tout de suite, parce que moi je dirais, il faut la communauté où on vit, la famille, il faut en parler de ça. Il faut se dire, écoutez, il y a des choses que je reconnais, je dors pas bien. Hein, de pas dormir, Un des c'est signaux, ouais. vraiment quelque chose Mhm. qui peut impacter extrêmement la cognition, le raisonnement, la logique, le jugement, les erreurs. Enfin, c- la fatigue, si on ne dort pas, c'est un signe qu'il faut prendre sérieusement, déjà. Et c'est facile à voir. Donc, je vous parle des choses que c'est facile à mesurer, on va dire, objectivement. Euh, si on commence à voir ça, donc il faut en parler, premièrement. Il faut en parler à la famille et peut-être le médecin généraliste, qui est le plus Mhm. accessible. Tout à fait.
Et on parlait de ça, les médecins généralistes déjà sont très sensibilisés, ils savent très bien, ils voient ça tout le temps. Et c'est le médecin, je pense, qui va vous proposer de voir un psy peut-être, va vous proposer de se mettre peut-être en congé de maladie, va vous donner vraiment des conseils qu'il faut. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'agir, parce que euh, c'est une c'est quelque chose que nous devons être armés. L'habilité de reconnaître les signaux, c'est à nous d'être responsables pour ça, parce qu'on se connaît le mieux. Et puis à Mhm. partir de là, d'en parler et de chercher de l'aide. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent plus trop alignées. Je sors un peu du sujet burn-out maintenant, mais plutôt de peut-être reconversion ou de sens au boulot ou d'alignement, d'alignement avec ses valeurs qui changent aussi. Donc, beaucoup de gens se sentent plus trop alignés avec leur métier, mais comment savoir si c'est vraiment le moment de changer ou si c'est juste un passage à vide? C'est une question intéressante. Euh, Quel est le moment où on sait que il faut changer, il faut changer. Ouais. D'abord, je pense qu'il faut, si cette question revient très souvent, c'est toujours dans la durée et dans l'intensité, hein, pour beaucoup de choses. Hein. Si ça revient beaucoup de fois, ben, il faut commencer à ponder. Est-ce que c'est vraiment ça Mhm. que je veux? Mais il faut aussi réfléchir un peu plus largement, je pense. Où est-ce qu'on est dans notre vie? Dans quelle étape de la vie? Que tu posais tout à l'heure la question. Oui. Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment-ci? Et qu'est-ce que Mhm. j'ai besoin pour pouvoir mettre en action ce que j'ai envie? Donc, si cette question qui revient trop souvent et on fait rien pour, ben, à un moment, il faut décider. Soit commencer à planifier un petit peu de si je faisais ça, qu'est-ce que j'aurais besoin, de quoi j'ai besoin, parce que chaque chose doit être préparée, hein. Il faut planifier, préparer, peut-être prendre des cours supplémentaires, peut-être faire une recherche, market research, comment je veux faire ça et tout ça. Mais tout ça, ça prend de l'énergie. Et c'est Oui. exactement ça qui, euh, qui fait les gens s'arrêter avant d'essayer. Peut-être avant de faire ce saut, on peut faire un plan, de commencer à réfléchir, mais pas seulement réfléchir, mais faire des petits actes qui peuvent nous emmener plus proche de cette décision. Puis il y a un moment où la décision est faite. Soit on le fait, soit on se dit, j'ai fait tout ça, c'est pas peut-être pour moi maintenant. Et puis voilà, il doit y avoir un moment de décision où soit on fait le saut, soit on arrête d'y penser. Parce que j'aime bien cette expression qui dit euh, while we make plans, life happens. Mhm. Je suis Euh, d'accord. Souvent, on, on réfléchit peut-être trop longtemps sur une Ouais. chose, mais la vie est en train de se passer et on rate d'autres choses. Euh, c'est bien des fois aussi de rester ouvert et il y a peut-être des choses qui vont se passer qu'on n'a pas pensé. Souvent, la vie est une séquence de Mhm. coïncidences qui peuvent nous emmener vers un parcours ou un autre et en route, on va découvrir qu'on adore ça. Euh, donc, il y a les deux. Il y a une limite de si on traîne trop longtemps, bah, il se peut qu'on passe à côté d'autres choses. Mhm. Je suis d'accord. Et je pense, bon, c'est un cas particulier, mais j'aimerais ton avis en tant que toi, femme et maman. De nos jours, on a un peu, peut-être tu l'avais aussi à l'époque, mais je crois que c'était moins dans les mœurs de se poser toutes ces questions. Peut-être qu'on se pose même trop de questions aujourd'hui, je sais pas, il y a trop de choix. Mais que- les mamans, les jeunes mamans, qui ont cette dualité entre faire une carrière et être disponible, et je parle plutôt de liberté d'horaire
pour les enfants. Et on a moins, comme à l'époque, ce village avec les grands-parents qui peuvent gérer les enfants malades. On a moins ça parce que les grands-parents souvent travaillent encore. On Mhm. est plus isolés. Et du coup, je sais pas, quelle est toi ton opinion par rapport à tout ça? Oui, difficile. C'est une Tu sais, il y a question très difficile. même preneur, beaucoup on dit maintenant les mamans qui commencent à entreprendre, pas forcément pour déjà parfois c'est un piège parce que c'est énormément d'heures de travail pour moins de salaire et moins de sécurité et moins d'avantages. Mhm. Mais elles ont juste cette liberté d'aller s'occuper des enfants. Bah oui, quand il y en a un qui est malade, mais même voilà, les heures d'école sont courtes. Il y a beaucoup de vacances. Toutes les 6 semaines, il y a 2 semaines de vacances. Enfin, Oui, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Je pense que déjà, si on y pense souvent, et je pense à la femme ici, parce que souvent, s- peut-être parfois c'est par choix que la femme décide à faire une pause carrière pour s'occuper des enfants. Ça va de soi. On est attaché, on veut nos enfants, on veut être présent et tout ça. Mais ça arrive aussi que on fait les calculs et que mhm. c'est le partenaire, l'homme qui gagne plus. Et le choix, il n'y a pas vraiment tellement de choix. Ok, ça tombe bien. De toute façon, si en tant que femme, moi je vais travailler euh, dans j'ai un travail qui apporte financièrement pour ma famille. Ben à ce moment-là, c'est la femme qui va continuer et ça va être l'homme qui va s'occuper des enfants. C'est pas souvent le cas parce que les Non. hommes gagnent plus que les femmes, on sait Oui, ça. parce que ouais. Et donc, Bah ouais, dans les chiffres, bon, je veux pas entrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que j'en parle souvent avec mon mari et c'est aussi des entreprises donnent des responsabilités et des promotions à un jeune père de exactement, famille. Mais donc tu deviens mère et en fait t'es puni parce que souvent on va t'enlever une éventuelle évolution au sein de l'entreprise et ton mari ou ton partenaire va prendre lui en charge parce qu'il a une responsabilité familiale maintenant. exactement. Et je pense que ça fonctionne des deux côtés aussi, comme tu dis. De l'autre côté, bah, les hommes se sentent aussi de prendre cette responsabilité. Peut-être il y a Oui. beaucoup d'hommes qui diraient, bah, j'aimerais bien passer mon temps avec mes enfants et avoir. Mais il y a des sacrifices comme ça qu'on le Mhm. fait. D'accord? Mhm. Il y a des Mhm. sacrifices qu'on le fait et c'est malheureux que si on avait été les deux partenaires dans le même niveau, on commence, alors le choix est plus pertinent parce qu'on fait des choix par rapport à ce qu'on veut vraiment, Oui. mais là, c'est pas toujours le cas. Donc, on se trouve dans une situation où, par définition, celui qui gagne un peu moins va faire le sacrifice parce qu'on va sentir moins le le trou. Oui. La perte, ouais. Hem et donc ça se passe comme ça. Hem et mais je pense que dans une vie, une longue vie qu'on a, et dans la famille, il y a des sacrifices qui vont se faire à des différents moments et moi, je le vois ça dans la longueur. Mhm. Personnellement, si c'est une conversation personnelle comme ça entre nous 2, je pense qu'on est dans le même bateau, c'est vrai, on est dans le même bateau, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices à des moments précis et mon mari a fait des sacrifices dans des autres moments. Mais c'est Mhm. jamais, je pense, quand, parce qu'ici on parle un peu plus de couple peut-être, quand il faut voir cette vie ensemble comme un long voyage où il y a un moment qui un va se sacrifier et l'autre va se sacrifier aussi pour que l'autre atteigne les objectifs. Donc je pense qu'il faut le voir dans la durée aussi ça Mhm. et de se dire en ce moment c'est moi, plus tard ce sera l'autre aussi qui va être appelé à faire. Et puis tout ça se repose finalement dans cette bonne compréhension et bonne volonté de 2. Mais Ouais. c'est pas toujours le cas. Enfin, malheureusement, ben voilà, ça c'est dans le couple idéal, Mhm. je veux dire. Mhm. Mais voilà, je pense que c'est comme ça. Puis oui, c'est clair que
on est expatrié souvent, on vient des pays différents, on n'a pas la famille ici, ou même si on l'est pas, on se trouve tout seul à s'occuper des enfants. Et c'est difficile. C'est pour ça que je me dis, heureusement, il y a des petits avancements aux côtés de télétravail et tout ça qui peut faciliter un petit peu les choses. Mais Ouais. it's a hard job to raise children. Mhm. And Ouais. je suis Ah, passée par des mêmes choses et je n'ai pas de vraiment de conseils à donner. J'espère juste qu'il y a euh, dans cet équilibre dans le couple qui ça peut s'alléger des deux côtés. mhm. On va arriver à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a des outils simples, des rituels ou même des habitudes que tu conseilles pour garder une bonne hygiène mentale dans l'environnement du travail? Oui, c'est comme dans l'hygiène physique, que on doit manger bien, on doit faire du sport, mais c'est l'hygiène mentale aussi. Je pense que c'est super important de pouvoir euh, consommer bien pour notre tête aussi. Est-ce qu'on regarde, ce qu'on suit, comment est-ce qu'on se donne le temps pour le repos, est-ce qu'on on fait un check-in de temps en temps, ça c'est aussi très très important. Et puis en général, je dirais, il faut voir la vie comme une sorte de gâteau ou tarte, Mhm. et chaque tranche représente quelque chose. C'est dans l'équilibre que tout ça se passe. Mhm. Si on a une vie bien équilibrée, ben on a les liens sociaux qu'on a, un network, social network, des amis, et puis il y a la famille, et puis il y a le travail, et puis il y a le sport, et puis il y a la lecture, tout ça, ça doit être des petites parts de gâteau qui prennent dans votre vie. Vous devez regarder un petit peu si ce tarte devient tout travail ou ça devient tout Mhm. une couleur et qui prend. Et là, il faut commencer à se dire, bah oui, non, je devrais peut-être une fois de temps en temps aller prendre un verre avec des amis. Je devrais peut-être aller marcher, faire un Mhm. peu de mouvement. Je devrais peut-être m'occuper de mes enfants parce que le travail prend tout. Et il y a beaucoup dans cette tarte, il y a beaucoup de travail. Ça, c'est des choses, je pense que de temps en temps, on doit faire pour faire un petit peu le point et mettre en équilibre. Ça doit être toujours le but, je pense, d'une vie saine, c'est l'équilibre comme pour tout. Mhm. C'est vrai. Excellent mot de fin. Macfir, écoute, merci beaucoup. Merci pour ton expertise. C'est passionnant. Un grand merci. Je mettrai tous tes contacts en coordonnées, hein, si jamais les auditrices veulent te contacter pour approfondir certains sujets. Je mettrai évidemment tes coordonnées en description de l'épisode. Un grand merci à toi, Chloé. C'est mon premier podcast en français avec toi et c'était super bien de C'est un pouvoir parler honneur. avec toi. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec ton podcast et Merci. avec ta petite famille et tout. Merci. Et voilà, on restera en contact. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à Macfir pour cet échange éclairant, plein de nuances et de bienveillance. Tu peux retrouver Macfir et ses accompagnements sur son site, je mets le lien en barre de description. Et si tu veux soutenir Audace, pense à laisser une note ou un petit mot sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire connaître ces voix essentielles. Merci pour ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine.